Bonjour à tous et bienvenue sur Europe 1. On parlera dans une seconde évidemment de la mort de Jean-Louis Debré. Nous sommes ensemble sur CNews jusqu'à 10h30. Tous les Européens sont désormais gaullistes. L'Allemagne serait prête à investir 500 milliards dans son réarmement. La France envisage de passer à 3 points de PIB dans son investissement militaire contre 2 aujourd'hui, soit une hausse de 40 milliards par an. Les Européens ont compris que l'Amérique n'enverra plus de GIs pour les sauver, que les temps ont changé, qu'un gars venu de Géorgie qui se fout pas mal de nous ne viendra plus mourir en Normandie. Il ne s'agit pas de défendre ou non Donald Trump, il s'agit de le comprendre. L'Amérique du XXIe siècle n'est plus celle de Wilson ou de Roosevelt. Face à cela, depuis des années, nos gouvernants ont vendu une construction européenne qui décuplerait la puissance de la France. Mais dans le même temps, l'Union européenne inventait la suprématie des individus, l'effacement des nations, commerce et régulation d'abord. Peu à peu, le pouvoir de Paris fut transféré à Bruxelles, au point où la France sera obligée de renoncer à la voiture thermique en 2035, qu'elle le veuille ou pas, un exemple parmi tant d'autres. L'escroquerie européenne éclate au grand jour et nous ramène une nouvelle fois au général de Gaulle qui avait tout dit, tout compris et dont l'analyse apparaît ce matin comme une prophétie. Si elle n'est pas l'Europe des peuples, si elle est confiée à quelques organismes technocratiques, l'Europe sera une histoire limitée et sans avenir. Et ce sont les Américains qui en profiteront pour imposer leur hégémonie. Eh bien, nous y sommes. C'est une journée particulière aujourd'hui puisque c'est Mardi Gras. Demain commence le Carême. Le Mardi Gras, ça va, c'est pas le plus dur dans l'histoire. C'est pas le plus dur. Demain, c'est mercredi décembre. Et moi, j'aime beaucoup cette période. Pourquoi ? Parce que c'est l'enfance qui revient. Oui. Et je me souviens des écoles dans lesquelles nous étions. C'était un jour important. Dans les écoles chrétiennes. Vous aussi, vous avez été privé de chocolat. Dans les écoles catholiques, c'est un jour important. Et effectivement, ces traditions qui se sont un peu perdues, parfois, disons-le, où nous ne faisions pas forcément le jeûne pendant 40 jours, mais elles nous ramènent à la vie de nos grands-parents, pour qui c'était une période, sinon la plus importante, en tout cas une période décisive de l'année. Et avant de commencer cette émission, je vous ai demandé, est-ce que vous allez demain entrer en carême ? Et vous m'avez dit... Je vais entrer en carême. Et d'ailleurs, j'aime beaucoup ce joli mot de carême. Mais c'est surtout la préparation à la chose la plus importante. C'est pas le carême qui est le plus important, mais Pâques, oui. La victoire de la vie sur la mort, c'est quand même une bonne nouvelle. L'espérance. Mais comment dire Non, c'est plus que l'espérance. Hein. C'est par la mort, il a vaincu la mort. C'est quand même le message le plus fort qui soit. Oui, mais c'est vrai que c'est oui. Réellement. Donc c'est pas simplement l'espérance. Alors, ceux qui ne sont pas catholiques ne le savent peut-être pas. Ils pensent toujours que c'est Noël, la fête liturgique la plus importante. C'est évidemment Pâques. Alors, c'est-à-dire sans Noël, il n'y a pas Pâques, donc ils n'ont pas complètement tort. Mais... mais alors, ça se manifeste comment, cette période pour la catholique que vous êtes ? C'est une période on dit de jeûne et d'abstinence. C'est-à-dire, vous faites le but, c'est la conversion intérieure. C'est d'arriver à Pâques meilleur que vous n'avez commencé le carême. Donc ça il y a du boulot pour les gens que je reçois et que nous recevons autour de cette table. Il y a du boulot pour tout le monde. Mais je me mets dedans, bien évidemment. Je me mets évidemment dedans, bien sûr. Et plus, il y en a encore plus pour moi que pour les autres. Non, il y a du boulot pour tout le monde, évidemment. On a tous un chemin de conversion à faire. Mais le but, c'est ça, c'est d'être meilleur à la fin. Donc, évidemment, le jeûne auquel on pense, il est alimentaire, parce que la privation vous rappelle de vous concentrer sur l'essentiel. C'est ça le message. Bon, c'est un temps liturgique. Bon, donc on pourrait peut-être adapter pendant ces 40 jours. Vous habillez en violet, parce qu'il faut faire un effort de carême. Non, mais on pourrait peut-être adapter dans ces plateaux, s'interdire, pourquoi pas d'élever le ton, d'avoir quelque chose pour être meilleur. Je sais pas si c'est la bonne idée. On va trouver des efforts de carême pour le plateau. Quand vous dites qu'il faut se mettre en violet, quand vous dites qu'il faut se mettre en violet, c'est un journée. Oui, mais non, c'est demain. Non, mais pardonnez-moi, vous dites vous n'avez pas fait exprès, mais vous n'en savez rien. Oui, peut-être. Pardonnez-moi. Et l'inconscient, le divin peut-être a parlé, et ce qui explique que vous êtes en violet. Alors je le dis pour nos amis d'Europe 1 qui sont en train de nous écouter et qui ne le voient pas. Mais vous êtes en violet ce matin. Bon, Sonia, Jean-Louis Debré est mort, vous le connaissiez, vous l'avez interrogé, quel souvenir vous gardez ?
On va parler de religiosité politique, parce qu'il croyait en la politique comme on peut croire en religion. Jean-Louis Debré, magistrat de formation, républicain convaincu, chiracien devant l'éternel, homme de théâtre, auteur aussi de polar. Voilà une personnalité multiple, comme une sorte de kaléidoscope. Et ce qui est passionnant avec Jean-Louis Debré, ce qui va, je pense, ce qui intéresse aussi nos auditeurs et téléspectateurs, c'est la grande histoire de la droite. C'est toute l'histoire de la droite avec bien ses conquêtes, la conquête du pouvoir, ses réussites, ses échecs, ses haines cuites, recuites. Et puis quand même, dans tout cela, une forme de fidélité à Jacques Chirac. Rappelons que Jean-Louis Debré, quand tout le monde aura tourné le dos, quasiment tout le monde à droite au maire de Paris, c'est lui qui ne va pas aller vers Édouard Balladur, qui va rester auprès de son ami, auprès de son confident. C'est un homme de culture et c'est un homme d'humour. Pour tous ceux qui l'ont côtoyé, il y a toujours la grande histoire. Et ce qui est formidable avec ces personnages, avec ces monstres politiques, c'est qu'il y a toujours la petite anecdote. Il y a le mot pour rire, il y a le bon mot, toujours bien choisi. Parfois, et on en parlera parce qu'à la tête du Conseil constitutionnel, il a aussi parfois outrepassé son rôle ou son devoir. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un devoir de réserve par rapport à son meilleur ennemi. Et là, on est dans les haines cuites et recuites. C'était Nicolas Sarkozy. Évidemment. Donc c'est une histoire, voyez-vous, en miroir inversé. C'est toujours quand même la défiance et la haine vis-à-vis de son meilleur ennemi, Nicolas Sarkozy. C'est une admiration sans borne pour Jacques Chirac. Il n'a jamais supporté, mais jamais, en privé comme en public, que l'on puisse dire un mot sur l'héritage, sur l'homme, sur les éventuels reniements, ou sur une colonne vertébrale un peu mobile de Jacques Chirac. Donc je trouve que c'est quand même une fidélité, une loyauté qui force le respect aujourd'hui en politique quand on tourne sa veste plus rapidement parfois que sa langue dans la bouche. Et je le disais aussi, en 2007, quand même d'avoir marqué cette fidélité, eh bien, Jacques Chirac le récompensera. Il va le nommer lui-même à la tête du Conseil constitutionnel. Ce sera presque le plus beau rôle de sa vie, même si le perchoir va le marquer. Pourquoi ? Il dira toujours qu'il aura réussi au moins à être respecté de tous. Et en tous les cas, des oppositions, ce qui est quand même un jeu d'équilibriste. Être respecté de tous en politique, ce qu'il a réussi, c'est pas se renier ou renier ses convictions. C'est au contraire les assumer, mais faire preuve de respect, d'une forme d'élégance qui se perd et qu'il incarnait quand même toujours, même, je veux dire, physiquement, avec son écharpe autour du cou, son air débonnaire. Quand on le croisait dans la rue, il vous parlait de tout, de théâtre, de polar, de littérature. Et il est venu plusieurs fois sur ce plateau. Alors moi, je pense à Bernard Debré, qui était venu régulièrement ici, qui est décédé aussi, qui était son frère jumeau. Je pense à François Debré, qui était le frère de Bernard Debré, qui est décédé 24 heures après son frère, en 2020, ce qui est tout à fait sidérant. Je pense à Guillaume Debré, qui est journaliste à LCI. Et évidemment, on lui transmet dans ces cas-là toute notre affection. Et puis, je crois également, Joseph Massescaron, que vous souhaitiez dire un mot, parce que vous aviez un rapport avec lui. Oui, parce que je l'avais bien connu. Je l'ai souvent, je l'ai souvent vu, je l'ai souvent interrogé. Il y a, comme Sonia l'a rappelé, son meilleur rôle, c'était président de l'Assemblée nationale, hein, le rôle qu'il préférait. Moi, ce qui m'a toujours frappé, pour aller vite, c'est son sens de... Non, les deux. Président de l'Assemblée nationale, moi je pensais, quand il est président de l'Assemblée nationale. D'ailleurs, je trouve que, d'abord, c'était son humour. Il avait un humour, Sonia l'a rappelé, mais lorsqu'il parlait justement de la cohabitation qu'il y avait entre Valéry Giscard d'Estaing et Jacques Chirac au Conseil constitutionnel, réellement, il pouvait tenir 1 heure, et c'était très très drôle, c'était un one-man show. Mais en plus, il riait de lui-même, il se moquait de lui-même. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement rare en politique. Oui, c'est très rare. C'est pas le trait de personnalité numéro 1 de Valéry Giscard d'Estaing, par exemple. Voilà. Mais c'est le trait quand même. Qualités, par ailleurs. C'est le trait quand même c'était quand même le trait aussi de Jacques Chirac. Et également, un autre trait de Jacques Chirac, c'était le sens de la proximité. Il y a une anecdote qui est extrêmement célèbre, qui est le fait que, et il m'a rappelé plusieurs fois, raconté plusieurs fois, c'est que, un jour, il sortait du conseil et il doit garer son vélo. Il y a un clochard qui lui propose de garder son vélo, un clodo. Et ils commencent à parler ensemble, comme Sonia l'a rappelé, c'est-à-dire comme Debré spontanément le faisait. Et il y a des passants qui sont passés et qui ont dit « Tiens, Debré parle à un clodo ». Et ça l'a tellement piqué au vif qu'il s'est dit « Mais en fait, peut-être que la vie de la personne avec qui je parle est aussi intéressante que la mienne ». Et ils ont écrit tous les deux un livre qui a été un immense succès et qui a sorti évidemment ce clodo. Et franchement, c'était pas du tout pour la com, c'était vraiment parce qu'il était comme ça. L'actualité, sauf si
Vous souhaitez dire un mot, Vincent Hervouette, sur une proximité peut-être que vous avez eue avec l'ancien président du moi Conseil? je connaissais mieux Bernard Debré, qui avait été ministre de la Coopération. Ce qui me frappe, je vais vous dire, en écoutant le bel hommage qu'on est Sonia à Jean-Louis Debré, d'abord c'est une famille assez extraordinaire, oui, c'est vrai. Parce qu'on n'a pas parlé de Michel Debré, qui est le père de la Constitution, et du grand-père. Et le grand-père. C'est-à-dire qu'à chaque génération... Oui, vraiment une famille absolument étonnante, élite, mais ce qui me frappe, c'est que Bernard Debré est parti sur la pointe des pieds. Pardon ? En écoutant l'hommage de Sonia, je me disais, mais c'est incroyable parce que Bernard, le frère jumeau, avait énormément de talent. Énormément. Et puis il était extrêmement gentil. Un grand patron, ça a été un bon ministre. Et alors, il n'a pas eu du tout la carrière exceptionnelle de Jean-Louis, qui a fait une carrière politique en première classe, à la fois président de l'Assemblée nationale et président du Conseil constitutionnel. Alors que Bernard, lui, a été un éphémère ministre de la Coopération. Et il est parti, pendant le Covid, sur la pointe des pieds. Personne ne lui a rendu véritablement l'hommage qu'il méritait. Et c'est assez frappant, finalement, les trajectoires de ces deux frères qui ne s'entendaient pas. C'est vrai, mais vraiment, moi, on avait tous ici beaucoup d'affection pour Bernard, qu'on connaissait mieux que Jean-Louis, parce qu'il est venu régulièrement, et c'était vraiment un homme de bien, un homme extrêmement gentil, profondément humain. Encyclopédique et beaucoup de courage. Exactement. Trump, puisque la déclaration de la nuit, c'est que Trump a gelé brutalement l'aide militaire à l'Ukraine, ce qui n'est pas vraiment une surprise, peut-être Vincent Hervouette, mais je vous propose d'écouter le président Trump. Je pense que tout le monde doit se réunir pour parler et parvenir à un accord. L'accord devrait être rapide et pas compliqué à faire. Peut-être que quelqu'un ne veut pas de cet accord. Si une personne n'en veut pas, elle ne devrait pas rester longtemps. Je crois que la Russie veut un accord et je crois certainement que le peuple ukrainien veut un accord. Que voulez-vous voir de la part du président Zelensky pour relancer ces négociations? Je pense simplement qu'il devrait être plus reconnaissant, car ce pays est resté à leur côté contre vents et marées. Nous leur avons donné bien plus que l'Europe, et l'Europe aurait dû donner plus que nous, parce que, comme vous le savez, c'est juste là, c'est la frontière. Je remercie évidemment Sonia Mabrouk, que vous pourrez retrouver à 12h, bien évidemment, sur l'antenne de CNews, et demain matin à 8h15 sur l'antenne d'Europe 1. Merci, chère Sonia. Merci. Vincent Hervouette, décryptage. C'est assez simple, en fait. Lors de l'entretien vendredi, on a pu mesurer que les Américains se sont rendus compte que Zelensky ne croyait pas vraiment à la diplomatie avec Poutine. C'est ce qu'il a dit, et c'est là-dessus que la conversation a vrillé, avec le vice-président J.D. Vance. Mais depuis le début, on a bien compris qu'il était un obstacle aux yeux des Américains, qu'il fallait le discréditer, qu'il fallait lui couper les ailes et, si possible, s'en débarrasser, qu'il fallait le jeter par-dessus bord. Donc, ils font une pression maximum et soit il démissionne, soit s'il se maintient, il faudra qu'il rame et qu'il donne des gages. Je voudrais qu'on écoute François Bayrou, parce que je le disais dès hier soir. C'est vrai que les hommes politiques, on a aujourd'hui une très grande défiance. En tout cas, je ne vais pas parler au nom des autres, mais moi, j'ai une très grande défiance. Voilà. Parce que tu as l'impression de t'être fait avoir de nombreuses fois ces dernières années. Et notamment lorsqu'on agite les peurs. Bon. Et à force de crier au loup, au loup, au loup, le jour où le loup arrive, peut-être qu'on ne les croira plus vraiment. Bon, là, la période est quand même particulière, disons-le. L'instant est grave. Mais on a le sentiment que certains instrumentalisent peut-être cette peur pour des agendas personnels. Et je pense à Emmanuel Macron qui va être président de l'Europe. Plus ou moins. Bon. Donc, plutôt plus que moins d'ailleurs. Bon. Parce que dans 2 ans, son mandat s'arrête. Donc écoutons François Bayrou hier, qui a parlé de l'heure est grave. Et c'est vrai qu'elle l'est. Donc on est dans cette situation un peu ambiguë. Le Premier ministre. Ce débat est organisé selon les termes de l'article 50-1 de la Constitution, et son but est que le gouvernement partage avec la représentation nationale non pas seulement des informations, à dire vrai, il en est peu que chacun d'entre nous ne connaisse, mais une vision d'une situation historique qui est, à nos yeux, la plus grave, la plus déstabilisée, la plus dangereuse de toutes celles que notre pays et notre continent ont connues depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il y a 2 manières de décrypter ça. Soit on dit blablabla, et c'est irrespectueux, et c'est irrespectueux pour le Premier ministre, donc je ne le dirai pas. Soit on dit, effectivement, il a raison.
L'heure est grave. Oui. Elle est plus grave que le 25 février 2022 ou moins grave? En fait, à force de... Vous avez raison, l'image de Pierre qui crie au loup, c'est tout à fait juste. C'est-à-dire qu'on nous a tellement annoncé que l'heure était grave, que ça démonétise en quelque sorte aujourd'hui le discours du Premier ministre. Vous pouvez pas à la fois sonner le tocsin et rester comme, vous savez, sur la scène du théâtre, la garde qui piétine, en disant marchons. Ah oui. Soit, effectivement, il y a un danger existentiel pour la nation, et dans ces cas-là, mais qu'est-ce qu'ils fabriquent? Soit il n'y en a pas, et dans ces cas-là, on comprend de l'intérêt de sonner le tocsin. Bon. Ça vous évite d'avoir à faire des réformes, ça vous permet de censurer qui vous voulez, ça permet de traiter l'adversaire politique en traître, en renégat. Bon voilà, c'est. Bon, on va écouter sur l'Ukraine, parce que là où moi je regrette qu'on ne dise pas les choses. Je disais hier que la Russie a gagné la guerre si elle s'arrêtait aujourd'hui. Cette phrase-là, ça veut dire qu'elle a gagné des territoires, ni plus ni moins, et qu'elle les garderait si ça s'arrêtait là. Mais j'ajoute que la Russie a perdu, je crois, 60% de ses chars, qu'elle n'a pas réussi à... C'est cher payé, oui. Voilà, qu'elle n'a pas réussi à gagner en 3 ans, à faire une victoire complète, alors qu'on imaginait que ça se passerait vite, etc. Donc, et surtout qu'elle s'est mise sous la dépendance de la Chine. Hein. Oui. Elle a perdu une part de sa souveraineté. Donc, quand j'entends François Bayrou expliquer qu'il faut résister parce qu'autrement Poutine sera à Paris, faut pas nous prendre pour des imbéciles. Voilà, c'est ça que je veux dire. Et je regrette que ce discours ne soit pas tenu. Parce que, en fait, Poutine n'a pas les moyens, tout simplement, de venir ou de non, mais l'idée, c'est que l'appétit vient en mangeant, et qu'une fois qu'il aura consolidé son emprise sur le Donbass et la Crimée, j'entends ça. À ce moment-là, il faudra qu'il reparte à l'assaut. Mais ça revient sur les peurs qu'on agite. Donc, écoutez le Premier ministre une nouvelle fois. Si la digue ukrainienne en venait à céder du fait de notre impuissance ou de notre négligence, alors n'en doutez pas, un jour ou l'autre, plus tard ou très tôt, ce sont nos pays, les pays de notre Union, qui se trouveraient ciblés. Car il est une leçon que l'histoire nous a enseignée et qui n'est jamais démentie, la force brutale ne se borne jamais elle-même. La situation nous dicte donc les questions que nous devons nous poser. Si les alliances se renversent, les Européens ont-ils la volonté de résister? Ont-ils la volonté de défendre, non pas ce qu'ils ont, mais ce qu'ils sont? Au fond, c'est la plus ancienne question, pas seulement du théâtre, mais de la philosophie, to be or not to be. Voilà. Bon. To be un Européen, ou est-ce qu'il y a un peuple européen? Est-ce qu'il y a un patriotisme européen? C'est ça la question que pose Monsieur Bayrou, qui a toujours été de ce centre qui croit effectivement que l'Europe est cette lumière clignotante au loin qui donne un sens à notre existence. Comme dit Vincent, c'est la démocratie chrétienne, c'est cette tradition dans laquelle il s'inscrit. Mais en fait, ce qu'il ne faudrait pas, lorsqu'il a terminé d'ailleurs son discours sur l'Union européenne, c'est que un certain nombre de personnes, notamment par exemple Mme von der Leyen, en profitent pour dire, voilà, la seule issue, c'est encore plus de fédéralisme, encore plus d'Europe. C'est l'électrochoc sanitaire. C'est ça, voilà. C'est-à-dire que les personnes, les mêmes qui nous ont envoyés dans le mur, pas simplement sur les questions de défense, mais sur les questions de commerce, sur les questions d'énergie, où c'est une véritable catastrophe, continuent et évidemment continue à exercer le pouvoir sans aucun mandat électoral. Bien, mais vous avez parfaitement raison. Alors on peut écouter Marine Le Pen qui a dit des choses qui me paraissent intéressantes et pour tout dire justes, et notamment sur la défense européenne. Écoutez ce qu'a dit Madame Le Pen, je le dis pour Marine Lançon, c'est le deuxième passage que nous avions prévu d'écouter. Qui lui fait la défense européenne. Marine Le Pen. Il serait d'ailleurs de bonne politique de fournir à la représentation nationale un bilan des aides fournies à l'Ukraine, y compris à travers l'Union européenne. Ce bilan devant notamment permettre de comprendre enfin à quoi servent finalement les intérêts des avoirs russes gelés qui ont, j'ai l'impression, été promis comme source de financement pour bien trop de sujets. Malgré cela, il est aussi permis de s'inquiéter de l'abandon progressif par la France de son rôle singulier de puissance d'équilibre, passant d'un extrême à l'autre au cours des derniers mois, sans ligne politique clairement définie et encore moins comprise. C'est précisément parce que la dissuasion est au centre de notre modèle d'armée que nous ne pourrons jamais soutenir une chimérique défense européenne. C'est précisément
parce que la dissuasion est garante de notre indépendance nationale, que nous refusons toute entrée dans le comité des plans nucléaires de l'OTAN, comme l'a proposé une de nos collègues macronistes. Alors permettez-moi de rappeler à nouveau que partager la dissuasion, c'est l'abolir. Le feu nucléaire, degré suprême de la souveraineté, est un absolu. Un absolu ne se relativise pas, sauf à ne plus exister. Bon, la défense européenne, c'est non. On a écouté là. Bon, ça c'est important Là, c'est la question qui est plus complexe du nucléaire. Est-ce qu'un parapluie, est-ce que la France peut accorder une petite place sous son parapluie nucléaire à tous ses voisins européens en restant crédible? Poser la question, c'est un peu y répondre. Mais les Polonais, ils ont envie d'être évidemment sous le parapluie américain. Oui, mais a priori, les Américains sont prêts à remballer. Hein, donc il va bien falloir à un moment ou à un autre se prendre réellement en charge. Et les Polonais s'arment. Ils sont pas prêts à remballer, ils remballent. Oui. C'est-à-dire que le 21e siècle, mais il y a un bon papier de Pierre Manant dans le Figaro ce matin qui explique que les Américains ont changé. Le gosse de 20 ans en Amérique, il n'a pas du tout envie de venir mourir en France pour des idées. Venir en France, c'est mourir un peu déjà. Non, mais c'est l'idée que les Américains se font. C'est l'idée que les Américains désormais se font de l'Europe, de la vieille Europe. C'est ça, ils sont pas les seuls à le penser. Ils en ont rien à faire. Voilà. Ils en ont rien à faire. Oui. Et c'est ce qui explique assez bien Pierre Manant. C'est pour ça qu'essayer de comprendre Trump plutôt que de le juger, un gosse de 20 ans à New York ou à Philadelphie, il s'en fout de l'Europe. Oui. Mais il s'en foutait en 40. C'est une manière, pardonnez-moi de vous contredire, de ne pas être d'accord avec vous. Je pense qu'il s'en foutait aussi en 1945. Oui, en 44, la différence, c'est qu'ils sont pas allés à la bagarre pour défendre Notre-Dame et les traditions normandes. Ils sont allés, ou par cousinage, parce que leur chef d'État les emmenait à la guerre en leur expliquant que, effectivement, la frontière de l'Amérique et du monde libre, elle était sur le Rhin, sans doute. Oui, mais il y avait une certaine idée de l'Amérique qu'elle n'a plus. Oui. Et c'est ils avaient une certaine idée de l'Europe qui n'existe plus. Une certaine idée d'aller dans le monde entier. Ça, c'est la dérive des continents, et puis c'est la démarche aujourd'hui des États-Unis.